Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. J'espère que vous allez tous très très bien et que vos fêtes se préparent bien. Alors, l'épisode précédent que je vous ai uploadé normalement il n'y a pas très longtemps sur la simulation de notre existence potentielle, eh bien, j'ai choisi de continuer cet épisode et d'approfondir encore plus les détails et faire vraiment un approfondissement des preuves scientifiques et théoriques avec d'autres sujets connexes qui sont selon moi très importants d'approfondir. C'est un pur podcast comme le précédent, il n'y a pas d'image, pas de photo, c'est vraiment de la réflexion pure et un peu de philosophie bien sûr. Mais voilà, c'est un sujet qui selon moi vraiment heu, mérite d'être développé au maximum. Voilà, si je peux faire 5-6 épisodes dessus, pourquoi pas, on verra. Je tiens vraiment à cœur de développer ces articles-là. Non seulement ça me fait travailler mon imagination, mais en plus, ça me permet de faire d'autres types de recherches qui, selon moi, méritent d'être parcourues et apprises. Alors, l'idée que notre univers puisse être une simulation informatique, elle repose sur des observations scientifiques et puis même des théories qui, à première vue, semblent pointer vers une programmation cachée de notre réalité. Donc, si nous avons déjà évoqué des concepts comme les mathématiques universelles ou les anomalies subatomiques, on va aller encore plus loin dans cette analyse. Tout d'abord, la nature fractale de l'univers. Les fractales, donc ces motifs répétitifs qui se manifestent à toutes les échelles, intriguent les scientifiques. Et que ce soit dans la forme des galaxies, des systèmes fluviaux, les branches des arbres ou les structures des cellules humaines, ces schémas, ils semblent suivre des règles mathématiques universelles. Et donc, il y a une question qui émerge. Pourquoi la nature reproduit-elle ces motifs en boucle à différentes échelles? Il y a certains physiciens qui voient dans les fractales une forme de compression algorithmique, similaire à la manière dont les programmes informatiques optimisent les données pour créer des environnements visuels réalistes. Alors, la dualité en ondes-particules, donc ce sont des règles programmées peut-être, c'est une question. La mécanique quantique, discipline qui étudie les plus petites particules de notre univers, présente des comportements étranges. Par exemple, la dualité ondes-particules. Elle montre que les particules comme les électrons ou les photons se comportent parfois comme des ondes, et d'autres parfois comme des particules. Et donc en fonction de l'observateur, bien sûr. Alors du coup, ce phénomène, il est confirmé par des expériences comme celle de la double fente, je ne sais pas si vous connaissez, qui pourrait indiquer que notre univers utilise un mécanisme d'optimisation. En d'autres termes, les particules existeraient sous forme d'ondes potentielles jusqu'à ce qu'elles soient observées, mais où elles se rendent au moment en fait où elles se rendent réelles. Alors je vais répéter la phrase. En d'autres termes, les particules existeraient sous forme d'ondes potentielles jusqu'à ce qu'elles soient observées, entre guillemets, au moment où elles se rendent réelles. Elles deviennent réelles au moment où on les observe. Voilà. Donc ce concept ressemble vraiment à la manière dont les moteurs de rendu informatique, ils génèrent seulement ce qui est visible à l'écran pour économiser des ressources, vous savez. C'est comme les mondes ouverts. Bah voilà, pour économiser des ressources, on va pas, le PC ne va pas calculer tous les graphismes qu'il y a à 300 mètres de distance du personnage qu'on contrôle. Voilà, il n'y a pas vraiment d'utilité. Alors bien sûr, il y a un autre point sur lequel il faut parler, selon moi, c'est la théorie holographique. Et les hologrammes, ça arrive de plus en plus. Vous avez vu dernièrement les dernières technologies pour avoir des hologrammes à la maison, c'est vraiment incroyable. Alors il y a une des hypothèses les plus fascinantes en physique théorique, c'est la théorie holographique. Donc selon cette idée, notre univers en 3 dimensions pourrait être une projection de données codées sur une surface en 2 dimensions. En d'autres termes, tout ce que nous percevons comme un espace tridimensionnel serait l'équivalent en fait d'une image en 3D générée à partir d'une surface plane. Voilà. Et donc les travaux sur les trous noirs, donc même certains épisodes que je vous fournis, ont renforcé l'idée justement que les informations en fait qui sont contenues dans un trou noir, qui devraient normalement être perdues, semblent en réalité être stockées sur sa surface en 2D. Et si cela est vrai, eh bien cela donnerait donc un poids considérable à l'hypothèse que notre univers fonctionne comme un hologramme, avec des données qui régissent tout ce que nous voyons et tout ce que nous ressentons. Parlons un peu des constantes physiques, des lignes de code. Les constantes universelles, comme la vitesse de la lumière, la constante de Planck ou la gravité, sont remarquablement précises et immuables. Et pourquoi ces valeurs spécifiques alors?
Une interprétation intrigante, c'est qu'elle pourrait être codée dans un programme informatique qui régit notre réalité. Et donc si ces constantes venaient à varier, ça pourrait être un indice en fait d'un bug ou d'une mise à jour dans le programme. Une idée qui fascine d'ailleurs les partisans de l'hypothèse de la simulation. Moi-même j'aime beaucoup cette hypothèse. Alors bien sûr, il faut parler aussi des limites de cette simulation. Il y a toujours des limites. Bien que l'hypothèse de la simulation soit séduisante, elle soulève aussi de nombreuses questions sur sa faisabilité. Quels seraient les défis techniques pour créer une simulation aussi complexe que notre univers, et quelles seraient ses limites? Alors, premier point, c'est la complexité calculatoire. En gros, les gars, simuler un univers entier, ça nécessiterait une quantité inimaginable de ressources informatiques, je vous dis même pas quoi. Donc pour donner une ordre d'idée, un seul atome contient des milliards de particules subatomiques qui interagissent selon des lois précises. Et donc si vous multipliez tout cela par le nombre d'atomes dans l'univers observable, donc c'est à peu près 10 puissance 80, et donc vous obtenez une complexité calculatoire qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer en fait. Donc voilà, mais bon, des avancées en informatique quantique, ça pourrait peut-être potentiellement permettre de contourner cette limitation, mais bon, on n'y est pas encore. Et ces ordinateurs qui utilisent des qubits au lieu des bits classiques pourraient traiter des quantités gigantesques de données simultanément, quoi. Donc ça rendrait possible une telle simulation. D'ailleurs, il me semble que dernièrement, il y a un ordinateur quantique qui a réussi à calculer ce qu'un PC ordinaire aurait pu faire en 1000 ans. Et il l'a calculé en quelques secondes. Donc, vous voyez, c'est assez, assez impressionnant. Parlons un peu des zones d'ombre dans notre réalité. Il y en a. Il y a des phénomènes inexpliqués, comme la matière noire, l'énergie sombre, qui pourraient être des indices des limites d'une simulation. La matière noire, par exemple, elle représente environ 27% de l'univers. Donc, on ne sait toujours pas ce que c'est et ce qu'elle est, mais il y a une hypothèse spéculative qui pourrait dire qu'en gros, cela serait en fait des zones non rendues. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Dans une simulation, en fait, qui est similaire à des espaces inutilisés dans un jeu vidéo. Comment vous expliquer? Par exemple, sur les vieilles consoles, à l'époque, on pouvait se retrouver dans les backdoor, ça s'appelle, je crois. En gros, on se retrouve dans une partie du code où on n'est pas censé être, et en fait, on se retrouve piégé derrière les murs ou carrément sous le sol ou dans le plafond, où on tombe indéfiniment dans l'univers dans lequel on est. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est ça de quoi je parle. Et donc, ça sera à peu près similaire à ça. Alors, pourquoi il y a peu d'anomalies qui sont visibles? En gros, si on vit dans une simulation, on pourrait se poser une question, pourquoi il n'y a pas plus d'anomalies qui sont évidentes? Je vous ai donné une partie de la réponse tout à l'heure, parce qu'effectivement, il pourrait y avoir des mises à jour, bien sûr, du créateur, du simulateur. Et donc la réponse, ça pourrait résider effectivement dans des mécanismes de correction intégrés, puisque là on parle d'une civilisation qui a quand même des milliers d'années d'avance sur nous. Donc je vous laisse imaginer la puissance de calcul que pourraient développer les technologies qu'utilisent ces civilisations de type 1 ou type 2. Moi je vous rappelle qu'on n'est pas du tout au type 1 pour le moment. Donc tout comme un programme informatique, en fait, il va corriger automatiquement les erreurs pour éviter les crashs. Et donc notre univers, il pourrait avoir des règles de sauvegarde pour éviter que des bugs deviennent visibles. Voyez. Et cette idée, en fait, elle est fascinante parce que ça soulève une autre question. Que se passerait-il si une de ces corrections échouait? Et donc, c'est là qu'on parle des limites éthiques des simulateurs. C'est une autre question importante, et la motivation, justement, c'est quoi leur motivation à ces simulateurs? Ces créateurs qui créent des simulations. Pourquoi prendre le risque de créer une simulation aussi complexe? Et ça, c'est une très très intrigante question. La réponse, ça pourrait être lié donc à des motivations éthiques ou scientifiques, mais il est aussi possible que des limitations techniques empêchent une interaction directe avec leur création, entre guillemets. Donc cela nous amène à nous demander si nous pourrions un jour casser cette barrière et entrer en contact avec les simulateurs. C'est incroyable, ça me fait penser à des films, voilà. Bref, je ne vais pas m'étaler parce que sinon ça va durer 15 ans. Voilà, pour ces 2 points déjà, j'espère que cela vous plaît bien. On va continuer avec la suite. Alors ce 3e point nous amène à l'hypothèse sur nos simulateurs, bien sûr. Parce que si on accepte l'idée que notre réalité pourrait être une simulation, une question fascinante se pose, qui sont ces fameux simulateurs? Alors sont-ils des versions évoluées de nous-mêmes, ou une civilisation extraterrestre, ou même quelque chose d'inconcevable pour nos esprits plus ou moins limités, si je puis dire?
Et donc, on a plusieurs hypothèses. La première hypothèse, c'est une civilisation post-humaine. Nick Bostrom, en fait, dans son écrit, un Simulation Argument, il avance en fait que les simulateurs pourraient être une version future de notre propre espèce. Et donc, une civilisation qui a déjà évolué bien au-delà de nos capacités actuelles, elle aurait forcément les outils nécessaires pour créer des simulations réalistes. Et ça me paraît tout à fait plausible. Et cette hypothèse, elle repose sur l'idée que tôt ou tard, de toute façon, l'humanité atteindra un niveau technologique où les simulations de monde entier deviendront possibles. Mais alors pourquoi une civilisation post-humaine voudrait-elle simuler ses ancêtres? Alors moi, je vous ai sélectionné plusieurs raisons possibles. Tout d'abord, et ce qui me semble selon moi assez logique, c'est d'étudier le passé pour apprendre de nos erreurs. Les simulateurs, ils pourraient recréer des époques spécifiques de leur histoire pour mieux comprendre leur évolution. Et donc on pourrait être une expérience visant à observer les comportements humains dans des contextes spécifiques. Après, vous avez le divertissement, comme je l'ai déjà dit dans le premier épisode. Tout comme nous, on joue à des jeux vidéo réalistes, une civilisation avancée pourrait créer des simulations pour le plaisir ou le divertissement. Donc imaginez un futur jeu vidéo en fait, hein, où l'univers entier, eh ben, c'est le terrain de jeu, quoi. Bien sûr, après, il y a la préservation historique. On pourrait faire partie de ces données ancestrales. Si des catastrophes ont détruit leur histoire réelle, les simulateurs pourraient recréer des versions idéalisées pour préserver leur mémoire et leur existence. C'est comme si ce que nous, on vit actuellement, hein, chaque jour, ce qu'on ressent, ce qu'on perçoit, eh bien, c'est un souvenir très ancien d'une époque révolue et sur lequel, en fait, une civilisation très ancienne veut comprendre pourquoi elle a échoué à ce moment-là. C'est très intéressant, hein. Deuxième hypothèse, c'est une civilisation extraterrestre très avancée. Donc c'est l'autre possibilité intrigante, hein, et que les simulateurs soient donc des êtres venus d'ailleurs, hein, dotés d'une intelligence et d'une technologie bien supérieure aux nôtres. Et donc ces entités pourraient être intéressées par, bien sûr, l'étude de la vie humaine, hein. Peut-être que nous sommes simplement une curiosité scientifique pour une autre espèce, comme nous, en fait, on le fait, hein, avec les organismes microscopiques sur Terre ou d'autres organismes ou d'autres espèces. Après, bien sûr, tester leur propre hypothèse. Une civilisation extraterrestre, elle pourrait très bien utiliser des simulations pour comprendre comment des êtres intelligents se développent et interagissent. Nous, par exemple, on le fait à l'échelle pour le climat, on crée des simulations, on crée des simulations pour l'univers, comment les galaxies évoluent, voilà, on crée tout un tas de simulations à notre échelle. Eh bien, eux, ils sont passés au niveau fois 1000, quoi. Voilà. Donc ces hypothèses, en fait, ça soulève quand même une autre question. Si nous sommes observés par des extraterrestres via une simulation, est-il possible d'interagir avec eux? En fait, ça, c'est une bonne question. Les simulateurs, en fait, ils nous observent passivement, je dirais, ou est-ce qu'ils interviendraient-ils activement dans notre monde, donc en manipulant un peu notre mémoire et notre perception des choses, hein. Et donc, il y a certains événements inexplicables ou des phénomènes paranormaux qui pourraient peut-être être des signes de leur présence. Troisième hypothèse, c'est une intelligence artificielle créatrice, une hypothèse plus spéculative, hein, bien sûr, mais qui est que les simulateurs ne sont pas des êtres biologiques, mais plutôt des IA très avancés, et qui auraient pris le relais, en fait, hein, après la disparition de leur civilisation créatrice. Et donc ces IA, elles auraient développé des simulations pour continuer à explorer la nature, de la conscience et de l'univers. Et moi, j'aime beaucoup cette idée qui est particulièrement fascinante, hein, parce que ça met en lumière quand même un paradoxe. Si une IA a créé notre réalité, cela signifie que la conscience humaine est peut-être elle-même une simulation ou un produit dérivé d'un programme. Et ouais, ça remet un peu en question la notion même d'humanité et de libre arbitre. Et donc, si nous étions des simulations dans des simulations, une autre possibilité effectivement troublante, hein, c'est que notre univers ne soit qu'un niveau parmi d'autres dans une hiérarchie infinie de simulations. Et donc, dans cette hypothèse, nos simulateurs pourraient eux-mêmes vivre dans une simulation créée par d'autres. Et ce concept, connu sous le nom de poupée russe simulée, pose une question vertigineuse: où s'arrête la réalité? Donc, vous voyez, voilà, très chères auditrices et très chers auditeurs, chaque niveau de simulation pourrait bien sûr être plus ou moins sophistiqué, hein, que le précédent. Et donc, par exemple, notre univers pourrait être une simulation d'apprentissage, un environnement plus simple, hein, que celui des simulateurs eux-mêmes. Et donc, ces niveaux pourraient également expliquer pourquoi nous ne pouvons pas observer directement les simulateurs. Ils opèrent en fait, hein, dans un cadre totalement différent du nôtre. Allez, parlons un peu des motivations éthiques et des simulateurs. Si nous sommes effectivement simulés, ça soulève quand même donc la question de l'éthique des simulateurs. Sont-ils conscients de notre souffrance et de nos luttes?
Sont-ils responsables des guerres, des famines, des injustices? Ou bien leur rôle se limite-t-il à observer sans intervenir comme un scientifique regardant une expérience en cours? Eh bien, ces questions sont profondément liées à notre propre comportement. Lorsque nous créons des simulations, eh bien, qu'il s'agisse de jeux vidéo ou d'expériences scientifiques, eh bien, nous ne sous- nous, ne s- nous- en fait, on ne se soucie pas, pardon du bug, souvent, on ne se soucie pas de ces êtres qui y résident, un peu comme les Sims, ce que je vous ai parlé. Eh bien, pourtant, ces réalités, dans cette simulation de réalité, si ces entités devenaient conscientes, eh bien, notre responsabilité envers elles changerait radicalement. Allez, la question encore à 1 million, qui sont réellement ces simulateurs? En fin de compte, on ne peut pas savoir réellement, mais on peut émettre que des hypothèses. Les simulateurs, ça pourrait être une future version de nous-mêmes, une civilisation extraterrestre curieuse, une intelligence artificielle créatrice, ou quelque chose d'inimaginable pour nos esprits actuels. Alors, quelle que soit leur nature, en fait, la question la plus fascinante, ça reste pourquoi ont-ils choisi de nous simuler? Et donc, ça nous amène à la dernière partie, c'est les répercussions sur la recherche scientifique et technologique, vers des tests empiriques pour prouver cette fameuse simulation. Si on vit dans une simulation, comment pourrions-nous le prouver? Il y a des chercheurs qui ont proposé plusieurs expériences pour tester cette hypothèse, et il y en a quelques-unes. Donc, soit rechercher des anomalies dans les constantes physiques, que je vous ai déjà expliquées. Donc, si les lois de la nature sont codées, elles pourraient présenter des variations infimes ou des glitches, si vous comprenez, dans des conditions extrêmes. Ensuite, on pourrait examiner la granularité de l'univers. À l'échelle de Planck, comme je vous l'ai dit, l'espace-temps, en fait, il semble discret, comme un pixel dans un écran. Et donc, cela pourrait être une preuve d'un moteur de rendu. Simuler un univers aussi, donc en créant nous-mêmes des simulations de plus en plus complexes, on pourrait découvrir des limites imposées par la technologie, et ça nous donnerait donc des indices sur la structure de notre propre réalité. Donc même si nous ne sommes pas dans une simulation, bien sûr, l'étude de cette idée a des répercussions pratiques. Tout d'abord pour l'informatique quantique, j'en parle assez souvent maintenant. Le développement de systèmes capables de simuler des univers, il pourrait révolutionner des domaines comme la médecine, la physique et l'IA. La réalité virtuelle, bien sûr, la recherche sur les mondes simulés influence la manière dont nous développons des technologies immersives, et ça nous rapproche chaque jour un peu plus de la réalité, enfin du virtuel, du réel, voilà, de créer du réel dans la virtualité. Et aussi la philosophie appliquée, donc comprendre les implications éthiques et morales d'une simulation, ça nous aidera forcément à comprendre et à mieux réfléchir aux conséquences de nos actes dans le monde réel. Alors si on découvre la réalité, bien sûr, si nous prouvons que nous vivons dans une simulation, les répercussions seraient bien sûr gigantesques, ça remettrait en question notre identité, notre place dans l'univers, notre quête de sens, et j'en passe. Et donc voilà, cela pourrait aussi nous inspirer aussi peut-être d'un autre côté, à vivre pleinement et en célébrant chaque moment comme une opportunité unique d'exister. Voilà. Pour cette première partie, en tout cas, de ce deuxième épisode, j'espère que cela vous a convenu et je vais pousser encore plus loin, vous allez voir, on va continuer un peu dans la troisième partie. Allez, à très bientôt, très chères auditrices et très chers auditeurs. Prenez tous soin de vous. Ciao.